Le 18 juin 1976, une femme dort paisiblement dans sa maison du quartier est de Sacramento. Elle dort lors d'une nuit chaude et calme et dans un silence absolu. À 2 h du matin, elle est réveillée par des bruits de pas qui sont chez elle. Elle commence à réfléchir et vous savez, dans la nuit, il y a souvent des bruits parasites. Les escaliers en bois qui craquent, le chat qui commence à jouer et chasser des souris, ou tout simplement le moteur du frigo qui a décidé de se mettre à tourner. Et donc, pour ne pas gâcher sa nuit et être réveillée le lendemain, elle va négliger ces bruits d'ambiance nocturne et elle décide de se rendormir. Quelques minutes plus tard, elle est réveillée par des bruits de pas qui sont beaucoup plus proches cette fois-ci, puisqu'ils sont dans sa propre chambre. Elle lève la tête et elle aperçoit au bord de son lit une ombre, un homme d'1,80 m avec un masque de ski et un couteau à la main qui la regarde fixement. Il respire d'une manière rapide et forte, comme s'il était excité et heureux d'être là. Il lui murmure « Si tu cries, je te plante. Ferme-la, ne dis rien. » En quelques secondes, il la ligote d'une manière extrêmement professionnelle. Aucun geste superflu. Il la ligote et va abuser d'elle de longues minutes qui paraissent pour elle une éternité. Un cauchemar pour cette femme qui vient de se réveiller. Lorsqu'il a fini, il sort une assiette d'on ne sait où. Il la place sur le dos de la victime qui est allongée sur son lit, ligotée. Il lui dit « Si tu bouges, je le saurai ». Pendant de longues minutes, il va arpenter la maison, fouiller et chercher des objets de valeur. Il va même s'arrêter dans la cuisine, ouvrir le frigo, prendre une bière, ouvrir le placard, prendre des gâteaux. Il va savourer son repas dans le plus grand des calmes pendant que sa victime est encore ligotée dans son lit. La victime ne le sait pas, mais elle va avoir de la chance, puisqu'elle va survivre à cette nuit d'horreur. La seconde chose, c'est qu'elle aimerait appeler la police. Sauf qu'elle ne le sait pas, la police est déjà là, car l'homme qui vient de lui faire subir la pire nuit est un policier. En 1970, la banlieue de Sacramento est un havre de paix comme on n'en fait plus aujourd'hui. Pas de délinquance, pas de problème de cambriolage. Les enfants peuvent jouer sans surveillance de leurs parents. Les gens vivent dans une atmosphère paisible et détendue, au point qu'en été, ils dorment et les fenêtres ouvertes. Ils ne verrouillent pas les portes. Les jeunes filles peuvent marcher dans la rue sans être dérangées. Autant vous dire qu'ils vivent simplement dans un pays où les gens sont bien éduqués, où il n'y a pas beaucoup de pauvreté et tout simplement les gens sont innocents et naïfs encore une fois. Un homme en 1974 va venir malheureusement perturber le silence et le calme de ce quartier. After last night's attack, there's something new to worry about. Their children. The 29-year-old wife was raped while her tied-up husband had to live. I have a gun, but I still don't feel safe being, at home alone. Tout commence par une série de cambriolages, une dizaine en quelques mois. Les maisons sont toujours les mêmes, des maisons de plein pied, une effraction en plein jour ou pendant la nuit. L'homme vient et cherche des objets de valeur. Il récupère tout ce qu'il peut et disparaît dans la nuit. Aucun témoin, aucun indice, aucune trace. La police est un peu embêtée, mais pas vraiment. Elle néglige cette affaire. Des cambriolages, il y en a partout. Ça fait partie du jeu et sans indice, sans témoin et sans preuve, ils ne peuvent rien faire. En 1976 et après des dizaines et des dizaines de cambriolages, le cambrioleur va décider de monter d'un échelon. Il va changer de stratégie et va attaquer beaucoup plus fort. Cette fois-ci, il cambriolera toujours, mais il va sélectionner minutieusement sa cible. Une jeune femme ou une jeune fille qui vit seule, ou qui vit avec son mari mais qui reste seule à la maison pendant la journée. Dans une maison de plein pied, il analysera et suivra sa victime pendant de longues journées, analysant toute la vie de sa victime. Ses habitations, ses habitudes, sa manière d'être, à l'heure où elle va se coucher, jusqu'à rentrer chez elle par effraction et lui faire subir les pires tortures. I've been hitchhiking since junior high school. Last summer I even went coast to coast by hitching. En l'espace de 5 mois, 8 agressions sexuelles ont lieu. Lorsqu'un journaliste regroupe les témoignages de toutes les victimes, il se rend compte que c'est toujours le même mode opératoire, certainement le même violeur en série. Il rentre chez les jeunes filles par effraction, des maisons de plein pied, en pleine nuit. Il attend que ses victimes dorment pour les réveiller en plein milieu de la nuit. Il les réveille parfois par sa seule présence ou très généralement par une lampe torche en plein dans les yeux dès qu'elles se réveillent. La première chose qu'il leur dit:
Si tu parles, je te tue. Ensuite, il les ligote avec des lacets ou une corde qu'il a ramenée lui-même. L'homme est un professionnel. Il ne laisse ni preuve, ni trace, ni indice. Impossible de retrouver la petite trace qui mènerait à lui. La seule chose qu'il laisse, c'est sa semence ADN dans le corps de ses victimes. Cet homme agit comme s'il connaissait les méthodes de recherche des enquêteurs, comme s'il lui-même faisait partie de la police. C'est un véritable expert qui est détendu, qui prend le soin d'analyser chaque détail. L'agresseur savait à quelle heure le mari partirait au travail. He was a pro at making sure nobody was going to know who he was. Il y a par exemple l'histoire de Jane. Il est 7h30 du matin. Le mari de Jane ferme la porte du garage, monte dans sa voiture pour aller travailler, laissant sa femme Jane et son fils tout seuls à la maison. Sa femme Jane prend son fils et va dans le lit. Sauf qu'elle entend son mari revenir parce qu'il a certainement oublié quelque chose selon elle. Elle se lève pour aller revoir son mari une dernière fois avant qu'il parte faire sa longue journée de travail et elle s'aperçoit qu'un homme cagoulé vient de rentrer par effraction chez elle. Il la menace directement. « Si tu bouges, je te tue ». Il la ramène dans la chambre, elle et son enfant. Il ligote l'enfant, il ligote la femme. La femme pleure, implore, ne le tuez pas, ne me tuez pas s'il vous plaît. Il prend l'enfant, le ramène dans la cuisine, retourne dans la chambre pour abuser de la mère de famille. Il m'a fait plusieurs entailles à la poitrine avec son couteau. C'était sa façon de me faire comprendre qu'il était sérieux. Ensuite, il ira cambrioler toute la maison en cherchant des objets de valeur et il ne sera pas pressé de sortir. La femme implorera, implorera, implorera. J'avais peur pour lui. Est-ce qu'il l'avait tué? Elle aussi, heureusement, aura la vie sauve. Au début, on parlait de 8 attaques. C'est monté à 13, puis à 20, puis à 30. Les policiers sont extrêmement embêtés parce que ça commence à bousculer toute la vie du quartier. We knew he was ready to kill. We were afraid our next phone call was going to be to a homicide scene instead of a rape scene. Les gens ont peur, les gens commencent à se barricader. Les ventes d'armes, d'écrous, d'alarmes explosent. Ce quartier qui était vraiment calme devient l'un des pires quartiers des États-Unis. Mais le tueur va commettre une erreur. Le 2 février 1978, un couple, Cathy et Brian Michore, promènent leur chien. Ils promènent leur chien à 23h et ils se rendent compte au loin qu'il y a un homme qui est bizarre. Il est habillé tout en noir. Il rôde, on dirait qu'il surveille. Et comme Brian est un militaire, qui est costaud, qui a confiance en lui, il va à la rencontre de cet homme. Et il lui dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Lorsque Brian parle, l'homme s'enfuit. Brian, militaire, il le rattrape en 2 minutes. Il commence à se battre avec cet homme. L'homme sort un pistolet et tue Brian. Une fois que Brian tombe à terre, l'homme se précipite sur Cathy et la tue aussi pour ne laisser aucune trace. Lorsque les enquêteurs arrivent sur la scène du crime, ils retrouvent le corps de ce pauvre couple et ils retrouvent aussi des lacets. L'homme qui vient de tuer ce couple était le violeur en série qui se baladait avec des lacets pour ligoter sa prochaine victime. Le meurtre de ce couple va encore plus bousculer la vie des quartiers puisque c'est la première fois que ce violeur en série tue 2 personnes. Il n'a aucune pitié ni pour l'homme ni pour la femme. Et cette fois-ci, il se rend compte qu'il a fait une erreur puisqu'il a tellement commis des viols dans le même quartier que tout ce quartier est surveillé à la fois par les habitants et par la police. If we have a gun, could we shoot him? Knowing what I know about this man, if I had a gun, I definitely would shoot him. Il disparaît pendant 3 mois sans laisser de traces, comme s'il avait mis fin à sa carrière. 3 mois plus tard, il réapparaît et il change de quartier. Cette fois-ci, il a compris. S'il change de quartier, il aura moins de chances d'être attrapé par la police. Et il va changer de quartier, mais il va aussi changer ses méthodes et une boucherie va véritablement commencer. Avant, les jeunes victimes avaient de la chance, puisqu'il les laissait en vie. Maintenant, il va rentrer par effraction et il va tuer tout ce qui bougera dans les maisons. C'est ainsi que le 29 décembre 1979, on retrouve un couple chez eux, mort d'une balle dans la tête. Que s'est-il passé? Le violeur en série, le tueur en série est rentré chez ce couple. Il a ligoté le mari d'abord. Il a ligoté ensuite la femme. Il a commencé à abuser de la femme devant le mari. Pendant qu'il est en train d'abuser de la femme, le mari arrive à enlever sa corde. Et il fonce sur l'agresseur. L'agresseur sort un pistolet, tue le mari. Il regarde la femme et tue la femme aussi. Une fois qu'il avait tué ce couple, le bruit des balles a alerté tout le quartier. Il a couru, il a laissé tout son matériel. Anything about this latest attack, he would kill 2 people tonight. De 1979 à 1986, l'homme va cambrioler plus de 120 maisons. Il va violer plus de 50 femmes et va tuer plus de 13 personnes, sans laisser ni traces, ni indices, ni témoins formels. C'est un homme qui est extrêmement malin.
Il terminera sa série meurtrière en 1986 par le meurtre d'une jeune femme de 18 ans, dont les parents étaient en vacances au Mexique. Ils avaient décidé de laisser pour la première fois leur fille toute seule. Et ils n'étaient pas inquiets puisque le quartier dans lequel ils étaient n'était pas encore un quartier qui a été attaqué par le tueur en série. Lors de la découverte du corps, les enquêteurs trouvent une jeune fille de 18 ans, le crâne tabassé par une clé à pipe. Le problème avec ce tueur en série, c'est qu'il joue et qu'il s'adapte selon les informations qu'il recueille. Un jour, les habitants du quartier est de Sacramento font une conférence pour parler de ce tueur et pour trouver des solutions. Lors de cette conférence, il y a plusieurs solutions qui sont amenées, les habitants pensent à s'armer, etc. Mais il y a un homme qui se lève et qui engueule les autres hommes en disant que s'il y a des femmes qui sont violées, c'est parce que les hommes qui sont maris et à la fois pères de famille ne savent plus défendre leurs femmes. Et que lui-même, sa femme ne sera jamais violée parce que c'est un homme. C'est quelqu'un qui sait se battre. Quelques semaines plus tard, sa femme sera violée et l'homme sera retrouvé ligoté dans son lit. C'est-à-dire que le tueur en série était là lors de cette conférence. Il a entendu cet homme parler et pour prouver à tout le quartier qu'il était intouchable et tout puissant, il a décidé de s'attaquer à cet homme un peu trop viril à son goût. Cet homme-là qui s'était levé et qui avait fait le mal alpha devant tout le monde, c'est lui qui a permis au tueur de passer des femmes au couple. Parce qu'avant cette conférence, l'homme n'attaquait que des femmes. Et pour prouver à tout le monde qu'il était fort et puissant et qu'il n'avait peur de personne, il a décidé de s'attaquer au couple cette fois-ci. Lorsque les journalistes dévoilent le mode opératoire du tueur, c'est-à-dire tout le temps en pleine nuit, de rentrer par effraction, de réveiller la victime, d'abuser d'elle, d'aller fouiller sa maison pour cambrioler tous ses objets de valeur et de finir dans la cuisine, le cambrioleur décide de s'adapter. Il n'attaque plus la nuit. Il attaque la nuit, le matin, en pleine journée et aussi en soirée. Il s'adapte toujours pour que jamais les enquêteurs ne puissent comprendre son mécanisme. Pour que vous compreniez à quel point cet homme c'était un psychopathe, laissez-moi vous raconter une autre histoire. Un jour, il y a une femme qui fait le ménage à Sacramento dans sa maison. Elle pousse son canapé et sous son canapé, elle trouve une corde. Elle trouve une corde et elle va voir directement la police parce qu'elle ne sait pas pourquoi elle a une corde chez elle. En vérité, c'était le psychopathe qui avait placé une corde en vue de commettre une effraction chez elle et de venir abuser d'elle. Et il avait déjà préparé son matériel chez elle en vérité. Sauf que quand elle a prévenu la police, elle a aussi prévenu le tueur, puisque le tueur était un policier. Et donc la police prévenue, elle va surveiller la maison de cette femme-là, sauf que le tueur étant un policier, il ne va jamais venir chez cette femme-là. En mai 1986, le tueur décide de prendre sa retraite, comme s'il en avait marre de tuer des gens, de cambrioler et d'abuser de cette femme-là. Il décide de prendre sa retraite criminelle et on n'entend plus parler de lui. Les enquêteurs, comme ils n'ont aucune piste, ils n'ont aucun espoir, petit à petit, l'affaire se refroidit. La seule chose qu'ils ont, c'est l'ADN du tueur à travers ses semences. Et chaque semaine, ils prennent l'ADN du tueur et ils la comparent avec des bases de données de centaines de milliers d'Américains. Sauf que, malheureusement, chaque fois qu'ils lancent l'algorithme, aucun match n'est trouvé. C'est-à-dire qu'on a l'ADN du tueur, mais le tueur n'a jamais été arrêté par la police et donc n'a jamais placé son ADN dans une base de données. On a quelqu'un qui a violé des dizaines de femmes, qui a cambriolé une centaine de maisons, qui a tué une dizaine de personnes, qui est encore en liberté. Et tant qu'il est encore en liberté, les victimes comprennent qu'elles ne sont pas tranquilles. Le 6 mars 2001, une femme qui a été abusée de cet homme et qui a survécu est en train de regarder la télé. Elle a été traumatisée à vie et la seule chose qu'elle espère dans ce monde, c'est oublier ce tueur en série, oublier cet homme. Sauf que tant que cet homme est en liberté, toutes les femmes qui ont été violées ne sont pas tranquilles. Ce quartier n'est pas tranquille. Il peut revenir à tout moment. Il connaît leur adresse. Elles n'ont pas déménagé. Cette femme-là, elle est donc assise devant la télé quand son téléphone sonne. Elle répond au téléphone. C'est le tueur, plus de 25 ans après avoir commencé les viols, qui la rappelle. Comme s'il lui disait « Ne m'oublie pas, je serai toujours là. Je peux revenir, je sais où tu habites. » Imaginez, le tueur connaît encore le numéro de téléphone d'une de ses victimes 25 ans après. Même en 2001, 15 ans après la retraite criminelle de ce tueur qui est toujours libre et qui vit certainement sa meilleure vie, les enquêteurs n'ont qu'un seul espoir et cet espoir, ils le placent dans la science. À partir de 2016, une nouvelle technique de reconnaissance d'ADN est créée. Elle mène à la fois généalogie et ADN. C'est-à-dire qu'on peut retrouver votre ADN à partir de l'ADN d'un de vos cousins du 3e à 4e degré. Un cousin que vous ne connaissez potentiellement pas, qui a la même généalogie que vous, a la même source ADN que vous, a donc des similarités. Et c'est grâce à ça
que DeAngelo James Joseph, 72 ans, ancien policier, va être retrouvé dans cette affaire. James Joseph DeAngelo est arrêté par la police devant son domicile des quartiers nord de Sacramento dans la ville de Citrus High. C'est un père divorcé de 3 enfants qui vit avec sa fille et sa petite fille. Lorsqu'il est arrêté, il comprend qu'on l'a enfin retrouvé. Le 29 juin 2020, pour échapper à la peine de mort, James Joseph DeAngelo plaide coupable pour la dizaine de viols, pour la centaine de cambriolages et enfin pour la dizaine de meurtres. Cela lui permet d'éviter la peine de mort. Lui qui a lui-même donné la mort et qui a pris plaisir à ça, fait tout pour l'éviter. Il prendra 11 peines à perpétuité. Autant vous dire qu'il ne ressortira jamais de prison. Mais est-ce qu'il en a quelque chose à faire, lui qui a maintenant 74 ans et dont la vie est quasiment finie? Joseph James DeAngelo est un homme qui est né le 8 mai 1945 à New York. C'est un enfant qui va être très vite maltraité par son père et à l'âge de 15 ans qui va commencer à faire un peu n'importe quoi. Il va commencer par des petits cambriolages, mais il va aussi prendre plaisir, et on retrouve ça beaucoup chez des serial killers, à torturer et à tuer de petits animaux. Comme si ça montait crescendo et qu'il commençait par des petits animaux, puis des plus gros, pour ensuite s'attaquer à l'homme. Comme s'il y avait le goût du sang dans leur jeunesse. À 18 ans, il décide de rejoindre l'armée, certainement pour revenir sur le droit chemin. Il fait la guerre du Vietnam, dont il revient. Ensuite, il décide de s'inscrire à la police. Il fera un stage de 32 semaines pour être policier. Et il sera aussi diplômé dans 2 domaines de la police. À la fois les sciences policières et à la fois la justice pénale. Voilà pourquoi il ne laissait aucun indice. Il connaissait aussi bien le métier des enquêteurs que les enquêteurs eux-mêmes. Il commencera sa carrière de policier en 1973, il commencera ses cambriolages en 1974. Imaginez que les victimes, lorsqu'ils appelaient la police pour constater leur cambriolage, appelaient en vérité leur cambrioleur. Les victimes, lorsqu'elles étaient abusées, appelaient la police. Elles appelaient potentiellement leur abuseur qui venait pour les secourir et qui prenait un malin plaisir à rentrer dans la scène de crime, à rentrer dans la maison où il venait d'abuser de la femme et consommer une bière dans le frigo. Pour ne pas dire que c'est de la faute de la police, en 1979, il sera viré de celle-ci parce qu'il a tenté de voler du matériel et il finira sa carrière professionnelle en 2017. Un an après, en 2018, on utilise la technique pour reconnaître son ADN et on l'attrape. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.